Nous poursuivons cette journée avec une autre session d'échange d'expériences, cette fois-ci en compagnie de Marco Herman, Chief Scientist Officer chez Thales. Merci de l'accueillir. Marco Herman, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Thales est une grande entreprise technologique dans le domaine de la défense, de l'aéronautique et du spatial. On change complètement de domaine. Dans ce contexte, quelle place tient la cybersécurité ? En fait, elle tient une place. Donc, bonjour d'abord Julia, bonjour à toutes et à tous. Elle tient une place en fait très importante parce que le groupe aujourd'hui se présente étant actif sur 3 pôles. Vous en avez cité 2. La défense et l'aérospatiale, pour résumer. Le troisième, c'est l'identité et la sécurité numérique. Donc, c'est une activité commerciale, de recherche, de développement. Une activité qui couvre beaucoup de domaines, la protection du cloud, des communications, des réseaux, des infrastructures. Pour vous donner juste un petit peu l'ampleur de nos activités, nous vendons des services ou des solutions cyber dans 180 pays dans le monde. Nous fournissons des solutions de sécurité à 3000 institutions financières comme les banques, à 450 opérateurs de télécommunications mobiles, 30 000 entreprises. Puis je pourrais continuer, ce n'est pas l'objet. Derrière, il y a des hommes et des femmes, donc, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et nous avons en fait la chance d'avoir dans ce domaine donc, du numérique identitaire et des sécurités 15 000 personnes dans le groupe. Ce qui est un très grand chiffre. Énorme. Oui. Et vous avez dit dans combien de pays ? 180 commercialement, mais les forces, disons, de développement, etc., sont, elles, plutôt positionnées en France, aux États-Unis, en Norvège, enfin, dans un certain nombre de pays plus petits que le nombre de pays commerciaux. Alors, quel est l'impact actuel des innovations de rupture ? On en a discuté à l'instant aussi, mais le cloud, l'IA générative, le quantique... Qu'est-ce que ça va changer finalement pour la cybersécurité en tant que métier, par exemple ? Vaste sujet, alors, qui a déjà été commenté un petit peu. Alors, je vais essayer d'être bref sur ce qui a déjà été dit pour ouvrir d'autres fenêtres. Donc sur le cloud, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que d'une part, les facilités et l'avantage du cloud, le fait que tout le monde l'utilise, personne ne peut s'en passer, et que donc évidemment que la protection du cloud est une action importante. Donc nous sommes, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes des fournisseurs de solutions pour protéger les données dans le cloud. Et contrairement à beaucoup d'autres, je dirais les hyperscalers ne sont pas forcément nos ennemis puisqu'ils sont aussi nos partennaires et clients. Voilà. Mais dans des solutions hybrides, finalement. Alors, quand on fait des solutions, ce n'est pas hybride, c'est juste un client. Dans les partenariats, ce sont des solutions hybrides. Mais pour d'autres usagers, il y a aussi d'autres aspects que la partie technique qui peut être une préoccupation, qui est le cadre réglementaire d'un certain nombre d'offreurs de services qui ne sont pas européens, ce qui fait naître évidemment la notion de cloud de confiance, le cloud souverain, le cloud de défense. Et nous sommes évidemment très actifs sur ces éléments-là, d'ailleurs avec d'autres partenaires français. Donc c'est un grand sujet de recherche. Sur l'IA, cela a été dit, on parlait peut-être plutôt des IA de dernière génération après, mais sur l'IA, effectivement, ça augmente considérablement la capacité de détection, de défense pour ceux qui fournissent des solutions. Mais l'IA étant une technologie très diffusante, elle est tout à fait accessible à ceux qui n'ont pas les mêmes nobles intentions. Et donc finalement, c'est une bataille du canon contre la cuirasse des temps modernes. Et il est important de rester tout le temps dans la course et si possible devant. Quantique, c'est un cas un peu plus différent et il y a 2 dimensions. Une qui a été brièvement citée, mais je vais peut-être juste donner un petit peu où nous sommes, qui est effectivement la menace des ordinateurs quantiques de casser l'algorithme de chiffrage très utilisé aujourd'hui qui s'appelle la RSA, qui est dans vos passeports, dans vos interactions sur le web, etc. L'ordinateur quantique n'existe pas encore, mais nous avons des documents qui doivent rester secrets pendant 10 ans, 20 ans. Et donc, si pendant ce temps-là, l'ordinateur quantique existe à la bonne taille, c'est une menace. Donc, cette menace va être prise au sérieux maintenant.
En fait, elle a été depuis des années. Il y a eu des travaux de normalisation, de recherche d'algorithmes qui sont résistants à l'ordinateur quantique, ce qu'on appelle la crypto post-quantique. Le nom n'est peut-être pas bien choisi parce que c'est une réaction par rapport au quantique et ce n'est pas une technologie quantique. NIST, l'organisme de standardisation américain, a défini les standards qui vont être choisis. Nous avons la fierté en fait d'être dans les deux choisis pour la signature et l'autre étant IBM. Chaque fois, c'est des consortiums, mais c'est l'idée par une des entreprises. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus l'algorithmique qu'il faut trouver pour qu'elle soit résistante, c'est le déploiement dans les objets réels de tous les jours. Nous avons en fait des premiers tests avec des éléments SIM, donc ce que vous avez dans le téléphone, sous forme dématérialisée, et nous le ferons avec d'autres objets, sachant que la diffusion se fera progressive dans les années qui viennent. L'autre volet du quantique, c'est le fait d'utiliser cette fois-ci la physique quantique pour coder, disons, les clés de chiffrement. Et sur ce sujet-là, l'Europe a des grandes ambitions. Nous sommes en train de faire des études, nous, Européens, et nous, Thales, et nous, autres Français, pour développer un réseau pan-européen quantique, une sorte d'Internet quantique, très sécurisé en quantique, qui aura une composante terrestre et une composante spatiale. Plusieurs expérimentations ont lieu dans beaucoup de pays. Des réseaux terrestres sont en construction en Île-de-France et à Nice. Et la partie spatiale est également bien sur les rails. Donc voilà pour le quantique. Alors, vous parliez de l'Union européenne. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait assez pour donner les armes aux entreprises pour s'engager dans ces batailles, quand même, ces batailles technologiques? En réalité, oui, parce que en fait, l'Europe a mis en place un programme sur le quantique dès 2018. Et sur la partie vision du réseau européen, la plupart des pays européens ont signé disons, les documents de mise en place des programmes il y a déjà quelques années. Donc il y a une multitude de soutiens et d'écosystèmes avec une architecture, disons, qui chapeaute tout ça. Plus auxquelles s'ajoutent en fait des initiatives nationales, comme nous avons en France un programme d'accélération du quantique. Les Allemands ont la même chose et puis les autres pays européens également. Quand on ajoute en fait tout cet effort-là, je ne vais pas dire on est devant derrière par rapport aux deux gros autres pôles qui sont l'Asie avec la Chine et l'Amérique du Nord avec les États-Unis, mais on joue dans la cour des grands, sachant que là aussi, comme sur la cyber, on est un petit peu dans le même domaine de souveraineté, commence à avoir une guerre de talents également. Alors justement, en parlant des talents, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de recruter dans la cyber? C'est quoi exactement le problème? C'est des problèmes d'attractivité des entreprises, de salaire, pas assez d'élèves qui sortent d'école? Quel est le problème? Alors, à mon tour de dire que je connais un petit peu, alors je ne sais pas le mauvais ou le bon élève, mais disons atypique, puisque en fait, comme on est un faiseur des solutions de cybersécurité, évidemment, on a un positionnement différent de ceux pour lesquels la cyber peut être un moment, un mal nécessaire. Nous avons recruté l'année dernière 11 000 personnes dans le monde, dont 1 000 dans la cyber et plusieurs centaines en cyber en France. Quand j'ai écouté le message que uniquement 25% d'emplois a été pourvus, nous, c'est plutôt 100. Donc, on a de la chance. Oui. Pourquoi on a eu de la chance? Mais je vais quand même parler de la tension avant de parler de la chance, qui n'arrive pas par hasard. Mais la tension, bien sûr, on la sent. Et on voit très bien les métiers qui sont cyber, qui sont tension. La partie hybride a été soulignée, j'y souscris totalement. Mais disons, il y a deux types il y a des métiers qui sont très rares. Et puis il y a des profils qui sont très chers. Alors, parfois, les deux se mettent ensemble. Donc, par exemple, les cryptologues sont très rares. Les architectes sont très chers. Voilà. Puis après, il y a d'autres profils qui sont un petit peu moins critiques. Dans notre cas, le fait qu'on soit très, très fort et qu'en fait, on discute de la cybersécurité tous les jours dans le groupe. C'est une activité très valorisée.
très centrale. Elle donne du sens à nos clients, à ce que l'on offre. Donc, quelque part, il y a une fierté de rejoindre un groupe comme Thales dans ce domaine-là. C'est aussi plaisant d'être dans une grande équipe qui n'est pas positionnée dans les caves, qui est dans les mêmes beaux étages que les autres ingénieurs aux autres fonctions. Le fait qu'on innove beaucoup dans la recherche est également un élément important. Et puis, on a aussi été, et on reste très vigilant par rapport aux grilles des salaires, la valorisation, parce que le marché était tellement en mouvement qu'il fallait évidemment aussi être attentif là-dessus. Pour autant, le fait qu'on a réussi à remplir nos résultats, on garde l'humilité parce qu'on est vraiment très, très au courant et on l'a subi tous les jours, cette pression. On reste vigilant sur ce qu'on doit faire en interne, mais on reste également mobilisé pour soutenir des activités de formation, parce que évidemment que le réservoir, ça l'a été dit, au total, il est trop petit par rapport aux besoins des entreprises, et in fine, nous également. Alors, je rebondis sur une expression que vous venez d'utiliser chez Thales. Finalement, la cyber n'est pas dans la cave, mais dans les étages. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori par rapport au métier de la cybersécurité. Comment est-ce qu'on fait justement pour changer l'imaginaire de ces métiers? C'est une expression qui a été utilisée d'ailleurs dans une autre conférence de NetExplo par Guillaume Poupard. Oui, je crois que Guillaume va intervenir après. Il a le copyright sur l'expression, mais je souscris au fait de valoriser ce rôle-là dans les films, dans les séries, dans l'imaginaire, dans le narratif. Mais je souscris aussi aux interviews qu'on a vues avant. Les gens qui travaillent sur la cyber, ils ne nous ont jamais dit qu'ils s'ennuient, qu'ils trouvent ça lassant, etc. Le fait de donner un sens, et c'était aussi un point auquel toutes les entreprises souscrivent aujourd'hui, donner du sens. Quel sens meilleur que protéger la société quelque part? Et sous cet angle-là, si on a le temps d'évoquer un tout petit peu les IA génératives, le ChatGPT, etc., que tout le monde connaît aujourd'hui, tout le monde parle de ça, donc on sait que ce sont des techniques qui permettent de donner des réponses pertinentes à des questions sous forme de texte, de vidéos, d'images, etc., et qui ont une apparence humaine extrêmement forte. Alors, on sait que l'intérêt principal est une compétitivité pour un grand nombre de tâches, mais ça pose beaucoup de risques, et je vais juste en citer deux qui sont un petit peu alignés avec la cyber. La première est que structurellement, par rapport à l'algorithmie, par rapport au principe de base, ce type d'approche fournit des réponses fausses, sans qu'on le fasse exprès, ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA, et on ne peut pas les éviter. Ça veut dire que cette IA n'est pas une IA de confiance. Donc, dans un club comme celui d'aujourd'hui, on s'applique à un numérique souverain et de confiance. C'est une problématique. Donc, il faut œuvrer pour que les IA génératives deviennent également de confiance. L'autre problème qui découle un petit peu de ça, c'est que certaines personnes peuvent utiliser l'IA non pas pour faire des hallucinations par hasard, mais pour faire du faux exprès. Et donc, c'est un puissant outil de désinformation. Vis-à-vis de cela, il conviendra de prendre des actions, évidemment. La réglementation, mais en fait, la réglementation n'a jamais régulé le crime. Donc, ça sera fait, mais ça va rien changer sur les menaces elles-mêmes. Il faudra développer des outils pour détecter le faux, et il faudra inventer les outils pour protéger le vrai ou l'authentifier. Et pour moi, ça ouvre un nouveau chapitre dans le domaine de la cyber au sens large. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a deux piliers, celle que j'ai nommée. Il y a la cyber dont on discute, qui est plutôt data, on va dire, l'intrusion basée sur les données. Il y a la vérification de l'identité, qui est savoir que la personne qui dit être une personne est celle qu'elle prétend être. Et l'IA générative nous donne en fait le souci de dire que l'information est le bon contenu au niveau sémantique, du niveau contenu. Donc c'est un troisième volet qu'il faudra finalement inclure dans une vision plus large. Ce n'est pas nouveau. Des photos qui ont été changées, manipulées, ça existe depuis un siècle. Et puis d'autres documents depuis des millénaires sans doute. Mais avec la puissance des IA génératives et leur diffusion, parce que celles-ci aussi diffusent instantanément, on est vraiment dans une nouvelle ère. Et que pour protéger l'économie et les démocraties, et la vie privée, etc., c'est un volet qui va devenir absolument primordial, j'en suis convaincu, non pas dans les années à venir, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, ouais, on y est. On est déjà mobilisé. Merci beaucoup, Marco Herrmann. Merci infiniment. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Merci beaucoup.